Je ne suis pas un utopiste, je ne l'ai jamais été. Depuis mes études universitaires tout au long des années 60, marquées par les luttes étudiantes, je me suis toujours tenue à l'écart des utopies qui ont inévitablement entraîné des tragédies humaines et des échecs. En laissant de côté les plus anciennes, il suffit de regarder celles du XXe siècle, à partir des plus petites, comme l'unité d'habitation de Le Corbusier à Marseille, en passant par les Garden Cities de Howard, Broadacre City de Wright, ainsi que Taliesin avec son tournant effrayant une fois dans les mains de sa veuve, ou Arcosanti de Soleri, qui a eu un parcours similaire par main de l'auteur même, jusqu'à celles à échelle mondiale comme le nazifascisme et le communisme soviétique, chinois, cambodgien, etc. Par contre, à partir de mes lectures de jeunesse et de science-fiction, j'ai toujours aimé la dystopie comme puissant moyen capable de confronter les gens aux conséquences futures et prévisibles de leurs comportements individuels, sociaux et politiques. Déjà pendant les années universitaires, la vision sociopolitique que j'ai développée en participant aux manifestations étudiantes m'a appris à être sceptique sur les présumés pouvoirs thaumaturgiques de l'architecture dans la sphère sociale et, plus encore, de l'urbanisme. Par ailleurs, après avoir expérimenté pendant mes voyages différentes visions de l'urbanisme, toutes plus ou moins démentielles et asservissantes, je me suis toujours tenue à distance. Je crois que ce qui m'a sauvé des catastrophes potentielles tant de l'architecture que de l'urbanisme et du design a été ma précoce tendance à analyser les comportements humains. Depuis que j'étais enfant, j'ai commencé à les observer avec une certaine distance, comme il se doit pour une observation scientifiquement désenchantée. À cause d'une maladie dont j'ai souffert enfant qui m'a empêché de fréquenter l'école primaire. Cela m'a rapidement fait comprendre à quel point ces disciplines, soi-disant vouées au bien-être de l'humanité, étaient en réalité les premières responsables de l'asservissement, du conditionnement et de la déformation morale et physique des êtres humains, même ceux appartenant aux cultures occidentales que, dans des bonnes intentions, elles auraient dû au moins sauvegarder. Les cultures occidentales, plus particulièrement lors des derniers 2 siècles, ont voulu imposer ces disciplines aux pays non occidentaux, sous les prétextes de les civiliser, mais avec la réelle intention de s'approprier de leurs richesses et même de leurs valeurs culturelles. Le but n'était certainement pas d'intégrer ces derniers, mais plutôt de les détruire aveuglément sans même pas vouloir les connaître. En mathématiques, tout phénomène peut être analysé en l'amenant à sa limite, où il est purifié des scories, voire des contingences. J'ai toujours essayé de faire pareil dans l'analyse des phénomènes sociaux de notre Occident.
qui sont toujours ambigus et contradictoires concernant les objectifs et les méthodes pour les atteindre. Cela est une chance pour nous, car sinon, nous en serions écrasés. Comme a été par exemple le cas du nazisme où le problème juif a été rationnellement résolu en appliquant les méthodes scientifiques de l'époque. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'examiner les limites des phénomènes sociaux. C'est la seule manière d'en comprendre leur réelle direction, sans se laisser biaiser par les mélanges des faux objectifs, hypocrisie, bonne intention, but trompeur et remise en question. Mais quelles sont les limites des phénomènes sociaux? Où se trouve l'horizon des événements en sociologie? Dans les sciences humaines, elles ne sont pas aussi évidentes et univoques qu'en mathématiques. Partons précisément des phénomènes où les mathématiques se rapprochent les plus des sciences humaines. Notamment la géométrie descriptive lorsque les mathématiques s'aventurent dans des principaux phénomènes biologiques humains, comme la vision. Pour les animaux, même si on n'y pense jamais, c'est différent. C'est en cherchant ces phénomènes et en les analysant que l'on commence à douter et à réfléchir. Contrairement à ce que l'on dit en géométrie descriptive, pour un sociologue, la limite extrême de la perspective n'est pas l'horizon où l'on finit, mais les panopticons. Par analogie avec cette discipline, la limite extrême de l'utopie, son horizon, n'est pas la dystopie, mais le clonage. Le rêve final de l'utopiste est une société d'égaux, égaux à l'individu qui l'a inventé. Finalement, l'idéal de l'utopiste est une société de ses clones, un cauchemar. Tous les régimes totalitaires sont nés utopies et sont rapidement devenus des cauchemars kafkiens. La dystopie est tout autre chose, elle n'a rien à voir avec l'utopie et elle n'est surtout pas son contraire. La limite de la dystopie est éventuellement l'anarchie, la désintégration du système social. Mais c'est une limite qui ne peut être atteinte que par l'ermite. Déjà quand il y a deux personnes, l'horizon est aussi divisé en deux, il est partiel. La frontière, la limite de la bulle de liberté de l'ermite est la bulle de liberté de l'ermite les plus proches. Plus nous sommes nombreux, plus la bulle de liberté de chacun diminue. Une société est une mousse de très petites bulles de liberté individuelle. Voilà, analysons donc cette mousse sociale. Elle peut nous paraître aussi belle, iridescente et légère que les utopies lorsqu'elles nous sont présentées. Ne nous faisons pas tromper. Une fois que les couleurs changeantes auront disparu, il ne nous restera qu'un peu d'eau putride entre nos mains. C'est celle-ci que nous devons analyser, une tanière de germes, des poisons, des déchets. Il ferait muer cette ordure pour comprendre ce que les utopies sont en réalité. Et voilà à quoi sert la dystopie. À faire une analyse chimiobactériologique des phénomènes sociaux pour nous faire comprendre ce qui se cache derrière, l'admirable destin, les progrès de l'histoire de nos sociétés. Et puisque j'en suis arrivée à citer les poètes italiens, Giacomo Leopardi, je rappelle, toujours depuis la Ginestra, l'épigraphe. Et les hommes voulaient les ténèbres plutôt que la lumière. Jean 3, 19.
Où pensez-vous d'arriver en parcourant les chemins de l'utopie? Êtes-vous vraiment convaincu qu'elle soit le chemin du salut des erreurs et des douleurs qui nous entourent? Avez-vous oublié que ce chemin est aussi long que la vie de l'humanité et que personne n'y a jamais trouvé refuge? Vous ne voyez pas que sa lumière est illusoire, que les pays rencontrés en elle, ce sont les pays du rêve, que les lacs que l'on peut apercevoir, ce sont des destinations illusoires, messongères, comme fées Morgane, provoquées par la chaleur féroce du soleil, où, le long de ces chemins, vous chercherez les rêves et les forces pour réveiller les êtres humains du cauchemar de la réalité. Où allez-vous les chercher? Dans la langueur des contes racontés autour des cheminées, ou alors dans la torpeur des récits de voyage lus dans les fonds en verre, ou sinon peut-être que vous espérez les trouver dans les mécaniques abstractions sociales, follement distillées des encres. Chercher les saluts dans l'utopie n'est qu'une utopie sublimée. Courez, vous aussi, vers l'étoile, en croyant qu'il s'agit de la lumière d'une maison lointaine, comme l'enfant perdu dans la forêt d'Encante. L'utopie a toujours été pour l'homme les lointains clins d'œil d'une étoile, la source d'attentes illusoires et des rêves irréalisables, un écran qui cache l'horreur du réel, qui serait les seuls qui pourraient générer la détermination de vouloir chercher les chemins du salut. L'espoir réside donc seulement dans l'horreur, et le pouvoir en a toujours compris sa force. Caché derrière les boucliers de ses propres utopies, il a créé d'innombrables enfers que, comme des armes, il agite contre ses ennemis. Dans la torpeur du bétel, de l'opium, de la coca ou des peyotes, on dort heureux. On oublie la faim et la douleur. Dans les visions du magique Eldorado, de l'heureuse Antilia, des opulents quartiers de Cuccagna ou des paisibles prairies d'Harmonia. Dans ces rêves, nous voulons introduire les larves de l'Avernus et des visqueux cauchemars des Boches, ainsi que les démons infernaux, les monstres des pays et des étoiles lointains. En ce faisant, nous espérons provoquer les réveils. Peu importe si ton réveil en pleurs est en sueur froide. Chacun renaîtra dans sa propre angoissante réalité pour décider, au moins, s'il veut se battre ou s'il préfère se laisser mourir. Dans l'anti-utopie, nous nourrissons les petits monstres qui grouillent et se blottissent dans les recoins sombres de nos maisons, dans les coins sales de nos rues, dans les plis de nos vêtements, voire même dans les mystères de notre cerveau. Dans les berceaux de l'anti-utopie, nous essayons de les faire grandir jusqu'à ce qu'ils deviennent énormes, tant que la poussière et l'obscurité ne puissent plus les cacher, afin que chacun, même les plus myopes, puisse les voir. Énormes cafards kafkiens, dans tous leurs détails les plus monstrueux. Nous nous refusons donc de cultiver des utopies, impossibles fleurs sans parfum, si fragiles et délicates qu'on doit les conserver sous des cloches de verre. Nous préférons plutôt être pasteurs des monstres. En les évoquant depuis notre cercle magique, on prendra soin d'eux et on les nourrira pour qu'ils grandissent et se déchaînent aux alentours. Parce qu'on sait que nos redoutables monstres ne sont faits que de fumée, alors que la fragile fleur rouge
cultivé par les utopistes est comme les coquelicots qui cachent dans sa corolle les sérums blancs du sommeil. Et cela nous fait vraiment peur.